Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... Sam. Donc, notre thème cette semaine, c'est les vieux jeux. Old but gold, comme ils disent en anglais, des jeux qui ont plus de 20 ans, mais qui restent très bons à jouer, puis qui restent encore pertinents aujourd'hui, malgré leur âge. Pendant ce duel-là, je vais vous présenter le jeu Puerto Rico. Et toi, Sam? Moi, je vais vous parler de El Grande. Puis c'est vrai qu'ils sont pertinents malgré leur âge, contrairement à toi. Ça, c'est pas fin. C'est le logisme, Sam. Ça, c'est un Mais manque t'es de plus jeune que respect. moi, fait que j'ai le droit. C'est vrai. Mais quand même. Faut pas que tu te dénigres toi-même. C'est pas bien, Sam. J'ai pas dit que moi, j'étais pas pertinent. Juste toi. Ah, C'est pas à cause de ton âge, là. Je te connais non. depuis longtemps pis t'étais pas plus pertinent avant. OK, les hostilités commencent vite aujourd'hui. Je me sens en forme. Ben, on voit ça. T'as bien dormi? Donc, pour commencer, on va aussi faire un petit retour sur le duel de l'an passé. Donc, c'est thématique parce que ça va aussi... c'était une thématique liée aux années. C'était le meilleur jeu de 2012. De mon côté, j'avais défendu le jeu Terra Mystica, jeu quand même assez connu, assez classique, où chaque joueur a une faction, une race qui doit faire progresser en construisant des bâtiments, en terraformant la carte pour pouvoir construire. On a une grosse gestion d'actions qu'il faut faire. Puis on a vraiment une partie qui va aller en accélérant. On a vraiment un gros crescendo qui se passe parce que plus on place des bâtiments, plus nos actions deviennent fortes, plus on a des bonus, puis plus ça roule vite. On va avoir aussi des objectifs communs qu'il va falloir essayer d'atteindre le plus rapidement possible. On va avoir des pouvoirs qu'on peut débloquer. Puis chaque faction a vraiment un pouvoir asymétrique qui lui est propre. On se bat un peu pour contrôler le territoire, mais en même temps, tu as certains intérêts à être pas loin de tes ennemis. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments de complexité, beaucoup d'interactions. Puis à ça, on ajoute aussi une piste de religion. Plus on progresse sur cette piste de religion-là, Il y en a on peut même faire 4. des points. Il y en a 4, c'est ça. Ben, on accumule encore plus de points. Puis là-dessus, il y a des récompenses qu'on peut récolter aussi à mesure qu'on augmente sur ces différentes pistes-là. Fait que c'est vraiment un jeu qui a un beau niveau de complexité. Une interaction, tu sais, peut-être pas directe, mais Ben quand là, même. avec le plateau, dans le fond. Ouais. Vu on essaye de terraformer puis de placer nos bâtiments, tu sais, il y en a un petit peu là, mais tu sais aussi, tu fais beaucoup tes choses à toi. Mais puis t'as aussi des actions comme communes qu'une personne peut prendre par ronde. Comme Ouais, une course pour aller chercher avant, mais des fois t'as besoin de faire d'autres choses avant, mais tu sais pas si l'autre va être encore là, puis tu sais. Ouais, exact. vraiment, comme nos jeux dans le duel d'aujourd'hui, c'en est un qui a bien vieilli puis qui est encore d'actualité aujourd'hui. Puis moi c'est un de mes héros préférés, puis justement, comme tu dis, le fait que il y a beaucoup d'interactions, ça vient me chercher. Mais c'est quand même pas aussi bon que mon jeu que j'avais défendu pour cette année-là, qui est Keyflower. C'est un genre de jeu de placement d'ouvriers / d'enchères. Ouais, je pense que c'est pas mal le mot. L'enchère est très important. Puis il y a du placement de tuiles aussi. Puis comme l'enchère se fait avec les ouvriers. Mais il y a comme des ouvriers de différentes couleurs. Puis là, on peut comme autant activer les tuiles qui sont comme aux enchères ce tour-ci, mais celles qui ont été gagnées par nous ou nos adversaires dans les tours précédents. Puis un coup que une tuile est activée ou misée dessus d'une couleur, ben les autres joueurs sont obligés de suivre cette couleur-là aussi. Fait que si moi j'ai plein de jaunes puis je sais que Vince en a pas, ben je peux aller comme activer les tuiles dans son village avec mes jaunes puis comme rire pendant qu'il sac parce qu'il peut pas, je viens de scraper toute son ronde là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si Sam vient activer les tuiles dans mon village, moi, je vais pouvoir récupérer ces meeples-là pour les rondes subséquentes. Fait que tu sais, c'est le fun d'avoir les grosses tuiles parce que tu veux pouvoir les activer et les garder pour toi. Mais au pire, tu sais, ça peut te faire des ressources que les autres te donnent. Fait encore une fois, c'est un jeu qui est plein d'interactions. Pour vrai, je me suis dit que c'est comme le jeu qui a le plus de sacs par minute, j'ai envie de dire ever. Ouais,
C'est frustrant, là, parce que T'es- le niveau d'interaction, là, il est là, puis c'est tout le temps pour bloquer quelqu'un. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un de pas content de ton move. C'est ça. Fait que c'est pas un jeu qui est pour tout le monde, mais si vous êtes pas un calinours à la peau sensible, c'est vraiment un excellent jeu. Ouais, très très coupe-gorge. Même si tu le regardes du premier coup d'œil, tu te regardes la boîte, là, c'est quasiment féerique comme dessin, là. En tout cas, ça fait très Ouais, cartoony. c'est très champêtre. Ouais. Puis là, mais quand t'as le jeu sur la table, puis que tu commences à te voler tes tuiles, puis à te faire chier avec des pions de pas les bonnes couleurs, ben ça devient moins amical. Les deux sont disponibles sur BGA, puis ils fonctionnent très bien, autant en temps réel qu'en tour par tour. Donc, c'était notre duel de l'an passé. On va poursuivre avec les jeux auxquels on a joué cette semaine. On va parler du jeu dont tout le monde parle présentement, qu'on soit dans les canaux français, anglais ou j'imagine même d'autres langues que j'écoute pas. Euh, Comment tu le sais, d'abord, si tu les écoutes pas? J'imagine, en tout cas, parce que c'est le buzz sur Board Game Geek, c'est le buzz partout. Je parle de Earth, qui est sorti cette année, designé par un auteur québécois, Maxime Tardif, et publié aux éditions Inside Up Games. Earth, c'est principalement un jeu de sélection d'actions, où est-ce que un joueur va sélectionner une action qui va avoir un effet plus fort, puis les autres joueurs vont avoir un effet similaire, mais un peu moins fort. Un peu comme dans Puerto Rico, dont on va discuter un peu plus tard. Mais ici, on a en plus de ça une grosse emphase sur la construction de tableaux. En fait, au début de la partie, tout le monde va se faire un plateau personnel avec une sélection de cartes qui va rester pour toute la partie. Puis à mesure que la partie va avancer, on a aussi notre tableau personnel qui va se construire. Sur ce tableau personnel-là, dans le fond, les cartes qui vont être présentes vont elles aussi améliorer les différentes actions qu'on va pouvoir prendre. Ces actions-là, dans le fond, ils peuvent être de nous permettre de placer des nouvelles cartes dans notre tableau, de récolter des ressources pour pouvoir payer ces cartes-là, d'acheter, de placer d'aller chercher des cubes qu'on peut mettre sur nos cartes, d'aller chercher des troncs d'arbres qu'on peut faire pousser sur nos cartes. Ouais, c'est comme Il y a, deux façons de faire des points, mais qui sont limitées par les cartes qu'on a dans notre tableau. Enfin, on peut pas en accumuler à l'infini. Il faut vraiment respecter les espaces sur les cartes qu'on a jouées. exact. Puis à ça, on a aussi des objectifs. Tout le monde a un objectif personnel, puis il y a des objectifs aussi qui sont communs à tout le monde, qui sont un peu une course. Ben, il y a deux types d'objectifs, en fait. Un Ouais, peu comme dans Terraforming Mars Ares Expedition que j'ai parlé au dernier épisode. On a des objectifs qui sont des courses, que là, c'est le premier joueur qui le fait va faire plus de points, puis les suivants un peu moins, puis l'autre d'après encore un peu moins. Puis on a des objectifs qu'on va regarder en fin de partie, puis là, selon certaines conditions, mieux on les remplit, plus on fait de points. fait que c'est ça. Fait qu'il y a énormément de choses à regarder puis à prendre en compte lorsqu'on sélectionne nos actions. Puis quand je parle aussi, Quand on choisit nos cartes aussi, surtout, parce que sur chaque carte, il va y avoir à peu près 14 paramètres à considérer. Là, j'exagère à peine. Là. Tu sais, dans le fond, t'as le coût de la carte, t'as comme le nombre de cubes puis le nombre de troncs que tu peux placer dessus. l'action auquel est associée, il y en a que c'est des événements, tu sais, c'est Toutes les cartes ont comme un type, là. Il y en a, ben, toutes les plantes, en fait, ont comme un type. T'as des champignons, des buissons, des arbres, des ci, des ça. Puis là, tu sais, comme les objectifs de fin de partie puis les courses vont prendre en compte ces choses-là. Des fois, t'as des cartes qui vont te permettre t'as des cartes d'habitat qui vont soit te donner des points en fin de partie ou qui vont te réduire le coût de certains types de cartes. Bref, il y a comme beaucoup de paramètres. Un peu trop à mon goût, même, je dirais. Si vous êtes le genre de joueur qui aime ça, comme justement prendre tout ça en compte, puis vraiment aller maximiser tous les petits points qu'on peut aller chercher avec ça, puis toutes les ressources bonus qu'on peut faire, puis de regarder tout ça en détail, puis là de faire le move optimal qui combo avec tout le reste de votre tableau. Clairement, vous allez triper sur ce genre de jeu-là. Moi, je suis un joueur plus comme instinctif. Je vais essayer de me focuser sur un aspect du jeu, puis de maximiser le reste, mais comme sans trop... tu sais, j'y vais plus au feeling que de tout compter à chaque fois, à chaque move que je veux faire. Fait que j'ai... ce genre de jeu-là où il y a comme trop d'affaires à considérer, on dirait que je me perds là-dedans, puis
Tu sais, je trippe pas à tout compter à chaque fois, là. Ouais, parce que ça peut vraiment devenir intense, là, les combos que tu peux faire si ta machine est bien conçue. Là, tu exécutes ça, ça te donne tant de ressources. Je peux les payer maintenant pour aller me chercher des cubes que je vais utiliser pour m'acheter du bois, qui au final me permet d'aller piocher des cartes ou quelque chose. Tu sais, ça va vraiment loin, là. Tu finis par convertir toutes tes affaires 3-4 fois. Puis là, vous Fait voyez que, pas, là, mais Vince gesticule tellement que ses mains sont floues dans la caméra, là. Même moi qui le vois, je suis pas capable de suivre. ben, c'est ça. Tu sais, il y a un meme, là, d'un gars qui est devant une espèce de tableau avec plein de lignes, là, puis qui a l'air Ouais, ouais, complètement fou, là. Ben, ouais. c'est ça. Ça m'évoque un peu ça. Mais je trouve ça Ouais. cool, justement, parce que t'as un peu toutes ces interactions-là entre tes cartes puis ton tableau, s'il marche bien, là. Oui. Mais, Puis on l'a pas dit, mais comme quand que tu fais une action, mettons, toutes tes cartes qui ont cette couleur-là vont s'activer, mais dans l'ordre qui sont placées dans le tableau. Fait fait qu'au que moment de faut que tu placer ta carte, considères c'est ça. quand même important de considérer ça où ce que t'as la place pour que les combos se fassent bien. Mais les objectifs de fin de partie ou de course peuvent aussi exiger que certaines cartes avec certains symboles soient placées d'une certaine façon. Fait que c'est comme encore plus d'affaires à prendre en compte quand on place une carte, tu sais. Ouais. C'est difficile d'être sûr à 100% qu'on a fait le move optimal. Mais Mhm. si tu réussis à le faire, t'es super récompensé. Ouais. Je pense que c'est bien dit comme ça. Mais c'est ça. Je pense que c'est un jeu qu'il faut qu'il gagne à être joué plusieurs fois pour connaître vraiment toutes les petites mécaniques, tout ce qui peut bien marcher ensemble. C'est un jeu qui a l'air tout beau, tout gentil, mais qui a quand même une bonne complexité. Mais qui vient pas des règles, au moins. Les Oui, règles sont super simples. Les 4 actions sont très simples. C'est vraiment plus comme... Je trouve que la lourdeur vient de toutes les infos qu'il y a sur chaque carte, tu sais. ouais. Mais tu sais, c'est ça. L'iconographie est quand même simple à suivre. Mhm. Je trouve ça bien. Ouais, j'ai pas eu ça non plus, mais c'est ça. J'avais joué une couple de fois en tour par tour avant sur BGA, parce qu'il est disponible sur BGA aussi. En tour par tour, c'est vraiment pas là qui shine le plus. Là, il y a tellement de micro-tours, là, toutes les fois que quelqu'un choisit un rôle, ben là, faut comme décider qu'est-ce que nous on fait avec le plus petit bonus, puis après ça, activer toutes nos cartes, puis comme tu sais, chaque joueur doit faire ça, tu sais, Puis plus ça ça coule va, pas bien, là. c'est ça, puis plus ça va, plus t'en as, parce que plus ça va, plus t'as accumulé de cartes dans ton tableau, puis là, 12 000 actions qui se cascadent à la suite. Fait que ouais, moi non plus, tour par tour, je le recommanderais pas. Mais tu sais, on a joué ce soir en temps réel, puis tu sais, c'était bien, là. Puis Ouais, de ce que j'ai vu, en physique, il a l'air quand même assez beau le jeu, là. Tu sais, c'est sur chaque carte, c'est vraiment des illustrations de ces plantes-là, là, ben c'est même pas des illustrations, en fait, c'est des photos. C'est pas mal mieux réussi que Terraforming Mars, mettons. ouais, esthétiquement, c'est très joli. Puis Ça reste justement, que, si vous avez trippé sur Terraforming Mars, je pense que Earth va s'en rapprocher un peu, mais un peu plus abstrait, là. Moi, il m'a beaucoup rappelé RS Expedition, en fait. c'est un des rares jeux, je pense, où tu peux composter une éruption solaire. Puis que ça C'est pas, fonctionne. c'est pas rien, c'est pas rien. Donc, c'était Earth de Maxime Tardif et... Inside Up Games. Merci. Pour prendre la suite, Sam, j'ai cru comprendre que tu as joué au jeu Tribes of the Wind, qui est aussi, ma foi, très joli. Oui, c'est un jeu de Joachim Thome, et publié par la boîte de jeu et illustré par Vincent Dutray. C'est un jeu, je dirais, d'optimisation d'action, puis comme de course à essayer de finir la game le plus vite possible pour marquer un maximum de points. Puis sa twist, dans le fond, c'est qu'il y a un espèce de système de gestion de main qui est quand même assez original. Dans le fond, chaque joueur va avoir une main de 5 cartes. Puis les cartes sont toutes dans le même paquet, mais ils ont comme des dos différents. Ils sont comme séparés en 4 couleurs. Fait que t'as l'eau, la terre, le vent, puis le feu. Puis dans le fond, sur chaque carte, pour pouvoir la jouer, va falloir aller comme remplir des conditions qui vont dépendre du nombre de cartes d'une couleur en particulier que tous les joueurs ont dans leurs mains en ce moment.
Fait que mettons que c'est mon tour puis que je veux jouer en carte verte, ben elle va dire si t'as plus de cartes vertes que tous les autres joueurs, en fait il y a tes 2 voisins, mais j'ai joué à 3 joueurs, fait que c'était tous les autres joueurs, ben tu vas avoir tel effet qui va être plus fort, mais si t'as juste plus de vertes que un de tes 2 voisins, ben là tu vas avoir un effet similaire mais un peu moins fort. Puis si c'est toi qui as le moins de cartes vertes, ben tu peux juste pas la jouer ta carte. Puis à l'inverse, des fois c'est d'avoir le moins d'une couleur ou on va tout simplement compter le nombre de cartes de cette couleur-là dans les mains de chaque joueur. Selon le nombre auquel on arrive, ben ça va dicter la force de notre action, tu sais. J'avoue, c'est spécial parce que là, les mains des autres joueurs affectent vraiment beaucoup ce que tu peux faire. Ouais, puis d'ailleurs le jeu vient avec des espèces de petits portoirs pour mettre tes cartes, là, un peu comme quand tu joues au Scrabble, là, tu peux mettre tes lettres dessus, là. Fait que tu vois genre le dos des cartes de tous tes adversaires, fait que c'est comme facile de compter ça. Et puis dans le fond, thématiquement, on est comme dans un futur post-apocalyptique, où ce que là il y a comme des ruines puis de la pollution partout. Puis ce qu'on veut faire, c'est comme dépolluer notre plateau personnel pour planter des forêts, pour après ça aller bâtir des villages dans les arbres sur ces forêts-là. Puis nos petits bonhommes, c'est des voltigeurs qui vont se promener en espèce de giga gros bateau deltaplane qui a pas l'air super solide pis que tu t'espères que tu vas pas te crasher. Fait que c'est ça, les différentes actions vont nous permettre d'enlever de la pollution, d'aller acheter des tuiles de forêt pour en dépensant des ressources d'eau, de gagner ces ressources d'eau-là, puis de déplacer nos petits meeples sur le plateau. Puis là, quand que notre forêt a assez de meeples dessus, ben on va pouvoir comme la flipper puis mettre un village dessus à la place. Puis dans le fond, ça va être ce qu'on va faire à notre tour plutôt que de jouer une carte. Fait que c'est ça, les joueurs ont comme un tableau personnel avec c'est un genre de c'est un 3 par 4, je pense. Oui, 4 par 3. En tout cas, t'as 4 colonnes, 3 rangées. Tu vas mettre des forêts là-dessus. Les forêts ont différentes couleurs. Puis t'as comme un marché de cartes qui sont comme qui peuvent être soit des objectifs de fin de partie ou des ressources immédiates. Fait que là, quand tu places un village, tu peux aller chercher une de ces cartes-là, puis là, à ce moment-là, tu décides si tu la gardes comme objectif ou si tu prends les ressources. Puis les objectifs de fin de partie, justement, vont te rapporter des points selon comment t'as placé tes forêts ou tes villages et ou tes temples, qui est comme une autre affaire que tu peux aller placer sur ton tableau. Dans le fond, sur les forêts, il va y avoir différents symboles aussi. Il y a certaines forêts que quand t'es places, en fait, quand tu fais un village avec, tu vas être obligé d'ajouter de la pollution autour. Il y en a d'autres que non, mais qui vont requérir plus de voltigeurs pour mettre un village dessus. Puis t'en as qui ont des effets qui vont t'aider, là, dans le fond, qui vont te permettre de soit récupérer un des voltigeurs qui était utilisé pour construire ce village-là, ou carrément qui vont te donner une piste d'atterrissage. Fait que là, tu vas pouvoir parce que dans le fond, pour faire tes villages, faut que tu déplaces tes voltigeurs jusque sur la forêt. Puis ils vont tout le temps arriver d'un seul endroit. Dans le fond, ta tuile de départ, c'est de là que tes voltigeurs peuvent arriver, mais sur certaines tuiles que tu peux construire, tu peux comme faire une piste d'atterrissage. Fait que là, tes bonhommes peuvent arriver là à la place. Fait que là, ils vont être plus proches pour les forêts suivantes. Puis c'est ça, le jeu, dans le fond, il y a comme une petite asymétrie là qui change au final pas tant grand-chose, j'ai l'impression. Là. C'est plus des variations d'un même thème, là, mais c'est comme ça, c'est pas comme un vrai gros jeu asymétrique là. Mettons comme Terra Mystica ou Root ou tu sais c'est vraiment mineur comme asymétrie, je dirais. Puis c'est ça, comme on a dit tantôt, ça a été illustré par Vincent Dutrait, fait que le jeu est comme vraiment super beau, là. Il y a un look un peu vieux cartoon, old school, là. Moi, ça me faisait penser un peu au style des cités d'or, là, pour ceux qui sont assez vieux pour se rappeler de cette émission-là. Ouais, la saison 1, pas les suivantes, là. Mais ouais, non, c'est vrai que le design est vraiment beau, les dessins, les couleurs, tout, c'est assez c'est pas mal joli, je trouve. C'est frappant. Ouais, c'est ça. Fait qu'il il est quand même simple à prendre en main.
sais pas à quel point mon explication était claire, là, mais quand t'as le jeu pis le plateau devant toi, tu as saisi assez rapidement. Puis sur le plateau, l'iconographie pis tout ça, c'est bien fait que c'est facile de s'y retrouver. J'ai trouvé que le système de sélection d'action puis de compter les cartes, c'était intéressant, mais au final, c'est comme ça rajoute de l'interaction entre les joueurs, mais pas tant que ça. C'est plus comme de l'interaction accidentelle, là, parce que je sais pas c'est quoi les cartes que t'as dans tes mains. Je vois le dos, là. Fait que, tu sais, j'ai une idée, là. Tu sais, mettons, les cartes bleues, sont meilleures pour aller chercher des ressources. Les cartes vertes sont meilleures pour aller chercher des tuiles pis tout ça. Mais, comme, je sais pas c'est quoi les conditions exactes sur tes cartes. Fait que, peut-être que je suis mieux de pas jouer ma verte parce qu'il faut que j'en ai plus que toi pour pas que tu puisses la jouer, mais, tu sais. Tu peux pas le savoir, là. C'est ça. Maintenant, il y a assez de cartes que tu peux pas connaître toutes par cœur. Puis Non, même si tu les connaîtrais toutes par cœur, tu peux pas savoir laquelle qu'il y a parmi toutes les cartes R. Hein. non, c'est ça. Puis tu sais, comme quand tu piges les cartes, ils pigent toujours face cachée. Fait que tu sais, il y a un marché de cartes disponible, mettons que t'as le choix entre 4 ou tu prends la première sur la pioche, mais tu vois juste le dos. Fait que tu sais, tu peux pas en suivre qu'est-ce que les autres ont. Puis fait que oui, tu peux les aider ou leur nuire, mais comme tu sauras pas pourquoi, tu sais. Ouais, tu peux pas comme planifier de bloquer quelqu'un parce que tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a. C'est ça. Mais tu sais, tu peux voir que la personne a pigé des verres depuis tantôt, fait que probablement qu'elle essaie d'avoir le plus de verres possible, Mais pas vraiment plus. mais c'est ça, tu sais, si sa carte ça dit genre contre le nombre total de vertes, si moi je vais essayer d'aller chercher des vertes pour en avoir plus qu'elle, mais au final je vais l'aider, tu sais. Ouais. Mais somme toute, ça reste un jeu simple, rapide, puis super beau, donc ça vaut la peine de l'essayer. Mais tu sais, c'est pas un que je vais chercher absolument à me procurer, mettons. Mais je refuserais pas d'y rejouer. Donc c'était Les Tribus du Vent de Joachim Thome et la boîte de jeu. Puis toi, Vince, à quoi t'as joué récemment? J'ai joué au jeu Steam Rails to Riches, designé par Martin Wallace et publié par Mayfair Games. J'ai cru comprendre qu'il était aussi connu sous le nom de Martin Wallace's Totally Renamed Train Game, mais j'ai dit but. Non, j'étais parti en anglais. Ouais. Mais bon, ça, il paraît que c'est une histoire qu'il faut lire, là. Une espèce de conflit entre auteurs. Je me lancerai pas là-dedans. Moi, je vais m'arrêter au jeu en tant que tel. Dans le fond, c'est le même jeu que Age of Steam. Ouais. Qui est un nom quand même plus connu, en tout cas. Steam est sorti après Age of Steam. Puis BGG dit qu'il le réimplémente. Mais bref, parle-nous donc du jeu. Ouais. Donc, dans Steam, chaque joueur est propriétaire d'une compagnie de train et il va avoir l'objectif de faire un maximum de points en permettant à des ressources de transiter entre des villes à l'aide de leur propre chemin de fer. Le jeu va se passer en différentes phases. On a une première phase dans laquelle les joueurs vont pouvoir sélectionner un bonus qui va améliorer une des actions des phases suivantes. Donc, on commence par pouvoir aller chercher de l'argent à la banque. Parce qu'au début du jeu, on n'a pas un sou. Fait qu'il faut emprunter de l'argent à notre banque qu'il va falloir rembourser plus tard sous forme de points. Puis étant donné qu'on a... C'est un classique de Wallace, là. Il aime bien ça, les prêts, puis il y a ça dans Brass aussi. Ouais, puis c'est ça. Puis t'as intérêt à emprunter parce que t'as vraiment... Oh! Parce que t'as pas une scène au début, puis t'as besoin de cet argent-là pour construire plein d'affaires. Puis c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que faut que tu la rembourses ta dette. Puis si tu réussis à rembourser plus que ta dette, tu peux aussi toi-même faire de l'intérêt sur tes investissements, puis avoir un revenu qui va te revenir à mesure que à chaque round, dans le fond. Donc, on va commencer par c'est ça, pouvoir avoir la chance d'emprunter ou non de l'argent. On va avoir ensuite une phase de construction. C'est là que les joueurs vont pouvoir construire des chemins de fer. Construire des chemins de fer, c'est vraiment un truc qui est central à tout le jeu parce que lorsqu'on construit un chemin de fer, au début,
il va nous appartenir, mais si on réussit pas à compléter la connexion de ce chemin de fer-là, on peut se le faire voler par une autre compagnie. Fait que, on l'a temporairement, mais s'il est abandonné, ben il y a un autre promoteur qui en profite. Fait que c'est important de finir ces chemins de fer-là. Puis avec ça, on peut, c'est ça, connecter les villes, on peut faire des relais à travers des villages, on peut ajouter des aiguillages, il y a certaines tuiles qu'on peut changer pour créer des intersections. Mais c'est ça. L'aspect principal des chemins de fer, c'est qu'ils nous permettent de transiter les ressources. Dans le fond, chaque ville qui veut un certain type de ressources, si tu veux lui apporter, il faut que tu traverses des chemins de fer. Puis tu fais des points à chaque fois que tu passes par un chemin un bout de chemin qui t'appartient. Mais quand tu passes par les bouts de chemin de tes adversaires, ben c'est à eux que tu donnes des points. Fait que c'est important de te faire un chemin vraiment à toi, puis d'essayer d'éviter le plus possible de prendre les chemins des autres, quitte même à des fois dupliquer certaines routes pour t'assurer de pas donner trop de points à tes adversaires. Ces points-là, c'est ça, tu peux soit les accumuler directement sous forme de points qui vont te permettre de gagner à la fin du jeu, ou tu les utilises pour, c'est ça, rembourser ta dette, puis créer des investissements. Une fois qu'on a fait ça, dans le fond, dans la phase de construction, on peut des fois avoir l'option aussi d'améliorer des villes. C'est qu'à un moment donné, à force de faire transiter les ressources, on épuise les ressources qu'il y a sur la carte, puis on peut, dans ce temps-là, investir dans une ville pour l'améliorer, puis là, ça nous permet de rajouter des ressources sur le plateau. Ces ressources-là qu'on ajoute sont déjà visibles au début de la partie. Dans le fond, il y a comme un pool d'amélioration possible qui est comme un groupe de ressources, puis on choisit où est-ce qu'on les met. Fait que ça aussi, ça peut avoir un impact, c'est dire de prendre le bon set de ressources, la mettre sur la bonne ville qui va nous permettre de faire des points, puis essayer qu'ils en fassent pas trop à tes opposants. Puis tu peux aussi améliorer ta locomotive. Parce qu'au début, ta locomotive, elle peut traverser juste un tronçon de route. Mais à mesure qu'on va avancer dans la partie, les ressources vont faire des déplacements plus grands. Et en fait, plus on fait des déplacements qui sont grands, plus on fait de points parce que on fait un point par tronçon de chemin qui est traversé. Fait qu'on veut améliorer notre locomotive pour aller de plus en plus loin. Ouais, ça a l'air cool. Pour vrai, il y a beaucoup d'éléments qui me rappellent Brass. Tu sais, les chemins, les canaux, ouais, ben, ou les chemins de fer, mais comme partagés entre les joueurs, puis tu peux comme utiliser les ressources ou les chemins des autres, mais t'aimes mieux prendre les tiens, espèce de ressources communes sur le plateau que t'essaies de déplacer de ville en ville. Tu sais, il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de similitudes, là. Ouais, il y en a quand même pas mal. C'est sûr qu'il y a moins de complexité parce que tu t'as pas tous les types de bâtiments, puis une fois que les chemins sont là aussi, ils vont rester là. Mm-hmm. Tu sais, la carte va évoluer par contre parce que justement on va créer des nouvelles villes, on va créer des nouveaux villages, les rails des autres vont s'ajouter à ça. Puis, ouais, ça je pense que c'est la grosse différence. Dans Brass, les chemins sont déjà là puis on peut aller comme se mettre dessus, mais dans celui-là, j'ai l'impression que tu peux comme créer le chemin que tu veux. Oui, c'est ça, tu crées exactement tu passes par où tu veux, puis t'as certaines, j'allais dire limitations, mais pas tant que ça. C'est juste que si tu veux passer par certains endroits, c'est juste que ça va te coûter plus cher. Tu sais, mettons, quand tu traverses une plaine avec tes rails, ça coûte pas cher les mètres. Quand tu veux traverser des rivières, ça coûte plus cher. Traverser des montagnes, ça coûte encore plus cher. Mm-hmm. Fait que tu sais, t'as ça qu'il faut que tu prennes en compte. Mais dans les faits, la carte va se reconstruire dans le fond à chaque partie, ça peut être différent. Puis justement, il y a aussi des cartes qui sont différentes en fonction de ce que tu veux. Tu sais, il y a plein d'extensions qui vont rajouter des règles supplémentaires. Moi, j'avais joué à 2 avec une carte de la Chine qui était beaucoup plus restreinte en termes de taille. Puis il y avait une mécanique d'inondation qui pouvait arriver ou pas. Là. Je vais pas en parler plus parce que ça fait pas partie du jeu de base. Mm-hmm. Mais c'est ça, il y a quand même de la variabilité dans les cartes, tu sais, quand tu vas voir des extensions puis tout ça. Puis c'est ça, c'est un bon petit puzzle, tu sais, il faut que tu saches quand emprunter, combien emprunter, là, sélectionner le bon bonus au bon moment. Faut que tu gardes l'œil beaucoup sur ce que les autres font aussi, parce que tu sais, tu peux profiter de leur affaire, mais tu veux pas non plus qu'ils profitent trop de toi. Tu sais, ben non, tu veux qu'ils profitent de toi, en fait, tu veux qu'ils prennent tes rails le plus possible. Fait que tu sais, prendre le
Avoir tes rails aux bons endroits, c'est important. C'est capital, c'est ça. Puis, tu sais, savoir, OK, là, ce tour-ci, je veux-tu rembourser mes dettes, je veux-tu investir ou je veux banquer des points. C'est ça. T'as plusieurs décisions comme ça à prendre qui deviennent intéressantes. Un bon puzzle. Moi, j'ai trouvé ça bien, puis je serais pas surpris que t'aimes ça aussi, Sam. Ouais, ben, t'en parles, puis j'ai le goût de l'essayer, là. C'est un jeu qui fait quand même longtemps qui est sur mon radar, si on veut. J'ai entendu parler plusieurs fois, j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer. Il m'intriguait, mais comme pas assez pour me le procurer, mettons, là. Mais là, la façon que t'en parles, j'ai vraiment le goût de l'essayer, là. Ouais, non, j'ai été surpris. Combien de temps de partie? Ça va quand même vite. Je pense que ça a pris, avec les règles puis tout, peut-être 45 minutes, 1 heure, là. Tu sais, c'est pas ultra long, là. C'est sûr que là, on jouait à 2. Puis ça se finit plus vite si tu joues à 2 joueurs. Mais, ça roule quand même assez vite. Cool. Fait que c'était Steam de Martin Wallace, publié aux éditions Mayfair Games. Donc maintenant on arrive au plat de résistance, notre duel. Donc petit rappel de notre thème, c'était des jeux qui ont plus de 20 ans, mais qui restent encore pertinents. De mon côté, je vais défendre le jeu Puerto Rico, designé par Andreas Seaforth et publié aux éditions Ravensburger. Donc, dans Puerto Rico, on est tout simplement des gouverneurs qui décident de mettre au point, de créer une communauté sur l'île de Puerto Rico. Ouais, c'est bizarre. C'est très colonialiste comme thème, on se le cachera pas, là. Ouais. En 2002, c'était pas les mêmes standards que maintenant, mettons. Ouais, tu sais, il y a une petite polémique concernant certaines thématiques. On va essayer de les éviter puis de plus parler de mécanique. Mais c'est cool que, justement, l'année dernière, ils ont ressorti une nouvelle édition du jeu. Puis ils ont changé le thème un petit peu pour le setter un peu plus tard dans l'histoire de Puerto Rico, parce que là, l'esclavage avait été aboli, justement. Puis mécaniquement, c'est le même jeu, mais une thématique plus acceptable dans cette nouvelle version-là. Donc, l'édition anniversaire, Puerto Rico 1897. Donc, avoir le choix aujourd'hui, moi, c'est celle-là que je me procurerais. Je sais comme pas quoi dire. ça casse un peu l'ambiance. Ouais, mais en même temps, si on en parle jamais, c'est comme... Non, oui. On fait partie du problème, tu sais. Ouais. Non, c'est vrai. Je me sens mal d'avoir choisi le jeu. Ouais, mais ben c'est pour ça que, comme, tu sais, je voulais amener la nouvelle édition qui est correcte, tu sais. Ils ont vu que, genre, leur vieux jeu de 20 ans, aujourd'hui, ça passe plus. Fait qu'ils ont changé le thème. Ben, en tout cas, ils ont modernisé le thème, mais sans changer les mécaniques, tu sais. Ouais, parce que, tu sais, c'est sûr que la thématique est pas non plus importante, là, tu sais, ça... Non, c'est ça. Ça pourrait être n'importe quoi, là. Ouais. Fait que tant qu'à pouvoir choisir n'importe quoi, aussi bien pas être des esclavagistes, tu sais. Ouais. C'est sûr que tu peux pas argumenter contre ça, là. Mais bon. Maintenant, on va se concentrer sur le jeu plus que sur le thème. Oui. Parce que, malgré tout, le jeu est très bon. Puerto Rico, donc on va justement, c'est ça, développer notre ville et nos champs pour pouvoir accumuler le plus de points possible. Donc, dans Puerto Rico, on a un mécanisme de sélection d'actions. Lorsque c'est notre tour, on va choisir l'un des différents rôles qui va être disponible. Et ce rôle-là va nous permettre de faire une action particulière. Puis lorsque c'est nous qui choisissons cette action-là, on a un effet qui est plus fort. Un peu comme dans Earth. Mais 20 ans plus tôt. Ouais, mais 20 ans plus tôt. Par contre, la grosse différence, c'est que dans Puerto Rico, dans un même round, une même action peut pas être sélectionnée 2 fois. Exactement. Fait que si Vince choisit de bâtir, ben moi je peux pas bâtir à mon tour dans le même round. Exactement. Fait qu'on a différentes actions. Il y en a une qui va nous permettre d'aller chercher des champs de production puis les mettre sur notre île.
Ça va nous permettre de soit produire de l'indigo, du sucre, du café, du tabac, puis du maïs, ouais. Ces champs-là, à la base, vont être inertes. Il va falloir plus tard les activer en mettant des ouvriers dessus. Puis si on est celui qui a sélectionné l'action, ben on peut construire aussi une carrière qui va nous permettre d'obtenir des rabais lors de la construction des bâtiments de la ville. Lorsqu'on veut produire, dans le fond, une ressource, il faut utiliser l'option de production. Dans le fond, c'est l'artisan qui va nous permettre de récolter les ressources qu'on peut produire. Pour produire quelque chose, il faut avoir un champ avec un ouvrier dessus, puis avoir un bâtiment de stockage avec un ouvrier dessus. Puis dans le fond, si on a 2 champs avec chacun un ouvrier, puis on a un bâtiment avec 2 ouvriers dessus de cette ressource-là, ben on peut en produire 2. Fait que, il faut qu'il y ait toujours en paire, sauf pour le maïs, qui lui, on n'a pas besoin de bâtiment pour le produire. Mais qui a moins de valeur. Parce que c'est ça. Ces ressources-là, on peut faire plusieurs choses avec par la suite. On peut soit les vendre en prenant l'action du marchand. Le marchand nous permet de faire $1 de plus lorsqu'on vend. Puis les ressources qu'on va vendre, dans le fond, ont un prix fixe. Puis une petite twist ici, parce qu'il y a beaucoup de petites interactions en fonction de ce que les autres joueurs vont faire avant toi. Puis dans le marchand, on en a une, c'est que sur l'emplacement du marchand, on peut vendre une ressource, puis une ressource d'un type qui n'a pas encore été vendue. Dans le fond, il y a une petite carte du marchand sur laquelle il y a 4 emplacements. Puis si on décide de vendre un indigo, on met notre indigo sur la tuile du marchand. Puis ça fait que personne d'autre peut vendre de l'indigo. Parce que là, le marchand, il y a de l'indigo dans son stock, il veut pas en avoir plus. Il faut que tu vendes une autre ressource. Puis cette tuile-là va se rafraîchir si on réussit à vendre une ressource si on réussit à remplir les 4 emplacements. Fait qu'on a un peu cette petite guéguerre-là de savoir, OK, qu'est-ce que les autres ont? Est-ce que je peux empêcher quelqu'un de vendre en vendant cette ressource-là en premier? T'sais? Fait que des fois, c'est stratégique de voir qu'est-ce que les autres ont, qu'est-ce qu'ils veulent faire. On peut vraiment bloquer les autres joueurs avec le marchand comme ça. Donc c'est ça, cet argent-là qu'on va accumuler est important parce qu'il va nous permettre de construire principalement des bâtiments. La construction des bâtiments, c'est super important parce que c'est ça qui nous permet de faire la production de nos ressources, mais aussi on peut avoir différents bonus. T'sais, on a les bâtiments de production, puis on a les bâtiments dits de ville, qui les autres, c'est vraiment des pouvoirs qu'on obtient, puis qui nous permettent d'améliorer notre situation, puis comment on effectue certaines actions. T'sais, on a c'est comme un tableau qu'on se construit. Exact. Franchement, les bâtiments vont venir bonifier les autres actions qu'on fait. C'est ça. Puis on a aussi les gros bâtiments, des bâtiments qui prennent plus de place sur notre plateau, qui eux autres, c'est des bâtiments qui vont nous faire des points en fin de partie. Donc, eux autres, ils sont très prisés. Puis on a un nombre limité de chacun des bâtiments. Dans le fond, les gros bâtiments ont chacun une seule copie on en a une seule copie, fait que celui qui va construire la cathédrale, ben, il est tout seul à construire la cathédrale. Puis les autres bâtiments aussi ont une ressource limitée, mais un peu moins limitée. Mais, il va y avoir 2 ou 3 copies de chaque, là. C'est ça. T'sais, quand on joue à 3 joueurs, d'habitude on s'en sort bien, puis on devrait être en mesure de construire pas mal tout ce qu'on veut, mais quand on commence à tomber à 4 et 5, ça se peut qu'on se fasse prendre nos bâtiments d'intérêt avant qu'on ait le temps d'aller les chercher. Donc c'est ça. Je parle beaucoup d'ouvriers. On a aussi le rôle du maire. Lui, sa job, c'est de prendre des ouvriers puis de pouvoir les attitrer sur nos différents bâtiments puis nos champs pour nous permettre de produire, activer les bonus de nos bâtiments de ville. Ouais, parce que ça, c'est une twist intéressante, c'est que quand tu construis des bâtiments en tant que tels, ils font rien tant qu'ils n'ont pas d'ouvriers dessus. Fait que tu peux te faire un tableau super beau, mais si t'as pas d'ouvriers dessus aux bonnes places, ben ça te donne rien, t'sais. Exact. Fait que faut que tu prennes ça en compte. Il y a comme une composante de temps qui est importante parce que justement, il faut que tu vas faire tes bâtiments puis après, tu vas pouvoir mettre tes ouvriers dessus. Tu peux accumuler des ouvriers d'avance un peu si tu veux, mais tu sais, souvent, la façon dont ça marche, dans le fond, le pool d'ouvriers qui va être disponible dépend
du nombre de bâtiments non occupés sur le plateau de tous les joueurs. Fait que, si tout le monde a beaucoup de bâtiments inoccupés, il va y avoir beaucoup d'ouvriers qui vont arriver la prochaine fois. Fait que t'as intérêt à faire tes bâtiments avant d'aller chercher tes ouvriers, histoire d'avoir plus de chances d'avoir plus d'ouvriers. Finalement, on a l'option, on a le rôle du capitaine. Le capitaine, lui, c'est qui nous permet d'envoyer des ressources par bateau, puis collecter des points. Là, comment ça va fonctionner, c'est que on a des bateaux qui ont différents emplacements. Encore une fois, on a ici on a une bonne interaction qui est lorsque c'est notre tour de mettre nos ressources, on prend toutes nos ressources d'un type, dans le fond, tout notre indigo, puis on le met tout sur un bateau. S'il y a déjà un bateau qui a de l'indigo, il faut mettre nos indigos sur ce bateau-là. Puis si il y a des bateaux qui ont déjà toutes des ressources puis qu'il n'y a pas d'indigo, ben on peut pas mettre l'indigo. C'est qu'il faut respecter le type de ressources qui est imposé, puis chaque bateau peut juste avoir un type de ressources. Fait que là on a encore c'est ça, cette espèce de course puis de planification à regarder qu'est-ce que nos voisins ont chacun de leur côté pour pouvoir vraiment les bloquer puis s'assurer que nous on fait plein de points puis que nos opposants en font pas beaucoup. Chaque bateau va aussi avoir un nombre de cases limité, fait que en fonction du nombre de ressources que nous on a, ceux que nos ennemis ont, on peut trouver une façon, c'est ça, de faire le plus de points possible par rapport à eux. Ouais, si t'es tout seul à faire une ressource, puis que tu prends les spots sur le bateau qui a le plus de place, ben ils vont rester là longtemps, puis tu vas être longtemps le seul à pouvoir jouer des ressources sur ce bateau-là, tu sais. C'est ça, fait qu'il faut que tu regardes ce que les autres font. Donc c'est ça, fait qu'on tourne comme ça, on va une fois que tous les joueurs vont avoir choisi leur rôle, les rôles qui vont pas avoir été pris, ils vont avoir une pièce qui vont être déposée dessus, puis ils vont devenir plus attrayants pour les rounds subséquents. Puis on va tourner comme ça, tout le monde va faire ses actions, on va placer nos tuiles, on va avancer, jusqu'à temps que soit le pool d'ouvriers soit vidé, soit que quelqu'un complète son tableau au complet avec ses 12 emplacements, soit que dans le fond, à chaque fois qu'on fait l'action du capitaine, on va chercher dans un pool de points communs, ben si on épuise ce pool de points communs-là, ça va aussi déclencher la fin de la partie. Puis là, on calcule les points des bâtiments, les points qu'on a accumulés au cours de partie, puis les points que les bâtiments de ville à points nous font faire. S'ils ont un ouvrier dessus. Oui, s'il y a un ouvrier dessus, parce que c'est ça, un bâtiment qui est pas habité, ben ça sert à rien. Fait que c'est ça, ça fait pas mal le tour de Puerto Rico. Ouais, c'est un jeu que la stratégie, c'est vraiment d'identifier pas tant quelle action m'avantage le plus, mais quelle action avantage le moins mes adversaires, je trouve. Ouais, parce qu'il faut que tu essayes de te créer une avance sur les autres, parce que tout le monde va profiter à une certaine mesure de l'action que tu vas choisir, mais il faut que tu trouves, c'est ça, laquelle qui te permet à toi de progresser plus vite, ou dont les autres vont moins profiter. Si t'es le seul à être capable de vendre, ben c'est super payant parce que c'est un tour que les autres gaspillent, entre guillemets. Exact. Fait que c'est important de garder l'œil ouvert sur ce que les autres joueurs ont. Tu sais, c'est pas, oui, tu fais ton petit tableau à toi, mais faut que tu saches qu'est-ce que le tableau des autres va faire. Tu te dises un peu, tu sais, lui, il va être tenté par ça, celui-là, l'autre, il va être tenté par ça. Fait que tu sais, faut que tu regardes ce qui se passe. J'aime aussi l'aspect justement je l'ai dit souvent, mais de bloquer les autres joueurs justement parce que tu as un certain contrôle en fonction des ressources qui vont être placées sur les emplacements communs du marché puis puis des bateaux. Mm-hmm. Ça c'est bien que façon. T'as des bâtiments qui te permettent de bypasser ces règles-là, là, que tu peux vendre une ressource qui a déjà été vendue ou que t'as ton bateau privé que tu peux mettre autant de ressources que tu veux dessus. Oui, fait que c'est ça. Fait que tu sais, faut que tu profites de ça, mais tu sais, si toi t'es mal pris, t'as quand même une option échappatoire. T'sais. Fait que je trouve ça intéressant. T'as comme des belles mécaniques, des belles interactions qui se passent en cours de partie. Ouais, c'est un jeu qui est quand même assez simple, là. T'as quasiment expliqué toutes les règles, puis qui est pas trop long à jouer non plus. Ouais, non, c'est ça, ça se joue bien. Puis tu sais, nous autres, on a fait plusieurs parties aussi sur Board Game Arena, puis ça se joue bien en tour par tour aussi. Mm-hmm.
Vraiment. Je vais en avoir plus à dire, mais je vais garder ça Ouais, pour ben c'est l'épisode. ça, moi aussi je voulais pas parce que là on va passer à ton jeu, il me semble. Donc oui, El Grande de Wolfgang Kramer et Richard Ulrich est publié par Hans im Gluck en 1995 en Allemagne, mais ici en Amérique par Rio Grande Games. Donc oui, un jeu qui a presque 30 ans, mais qui, comme le bon vin, ne cesse de s'améliorer avec le temps. On dirait qu'il y a comme plein de nouveaux jeux qui sortent, pis t'es compares à ce jeu-là, pis t'es comme ouais, c'était bon dans le temps, pis c'est encore bon aujourd'hui. Ouais, c'est surprenant, puis malgré son esthétique peut-être pas très attrayant, c'est Ah non, c'est laid que le corps. mais c'est un bon jeu. Ouais. Ça faisait longtemps que je l'avais dans ma collection en plus, puis j'avais jamais joué. J'avais joué une couple de fois en ligne là, que sur BGA, puis je pense que même sur Yucata à l'époque là. Je trouvais ça cool, mais tu sais, je trouve que sur une table, il prend vraiment une coche de plus parce que t'as tout l'aspect de trash talk avec les autres joueurs puis de pseudo négociation là. Ah, ben tu sais, si je fais ça, si je fais cette action là comme ça, ce tour-ci, tu vas-tu m'aider au tour d'après pis tout ça. Puis t'as des moments aussi où ce que les joueurs doivent sélectionner une région en même temps, puis là, si deux prennent la même, il se passe de quoi. Fait que tu sais, t'as tout l'effet de bluff, puis de contre-bluff, puis de mind game, puis de regarder l'autre droit dans les yeux, puis de dire que tu t'en vas là, mais finalement tu y vas pas, ou ça ouais. rajoute au cachet du jeu. Ouais, puis dans une des parties qu'on a joué à 3 joueurs, c'était assez drôle parce on avait des alliances fluides, je dirais. Ouais. Tu sais, on était Mais, tellement serrés, tout le monde s'alliait tout d'un coup contre un puis contre l'autre, puis tu sais ça tournait, c'était quelque chose. ouais, au final, on a tous fini très proche de gagner, puis on a tous été en tête à un moment ou un autre dans la partie. C'est une autre des raisons pourquoi je l'avais pas sorti, c'est que je m'étais fait dire qu'il était vraiment à son mieux à 5, puis que ça valait pas la peine de jouer à 3 ou 4, mais pour l'avoir essayé à 3 et à 4 récemment, c'est pas vrai. C'est tout aussi bon à n'importe quel compte, en fait, là. Parce que le plateau changera pas, mais les façons de scorer vont changer, donc puis la façon que les actions sont sélectionnées aussi. Mais là, on parle de plein d'affaires, mais on a comme pas Faut expliqué c'était expliquer quoi comment le le jeu jeu. marche. Ouais, c'est ça. Fait que on va revenir à la base. M Grande, c'est un jeu de majorité. Donc on va placer des cubes ou des meeples, dépendamment de quelle édition du jeu qu'on a, sur le plateau, qui est une carte de l'Espagne qui est divisée en différentes régions. La partie va durer 9 rondes, puis après chaque 3 rondes, on va passer une phase de scoring. Puis là, chaque région va rapporter un certain nombre de points qui va être différent, mais qui est comme indiqué sur le plateau. Donc, mettons, la région de Séville, pour le premier, ça va être 5 points, le deuxième, ça va être 3, puis le troisième, ça va être 1 point. Puis là, l'autre à côté, ça peut être 7, 4, puis 0, puis l'autre à côté, ça peut être 4, 0, puis 0, puis il y a même des Des petits plateaux tuiles. de score, des tuiles de score qui vont se promener pendant la partie, fait qu'ils peuvent aller modifier la façon qu'une région va scorer. Donc bref, on a différentes régions qui valent plus ou moins de points. Puis c'est la personne qui a le plus de meeples dans cette région-là qui va faire le plus de points. Puis comment qu'on va aller placer des meeples sur le plateau, c'est que à chaque tour, il va y avoir 5 actions de disponibles qui vont provenir de 5. Là, j'ai des guillemets avec mes doigts là, pour ceux qui me voient pas, c'est-à-dire tout le monde sauf Vincent. Donc on a J'aimerais 5 mieux être à votre place puis pas le voir, mais bon, j'ai de l'endurer. 5 paquets, puis en fond le cinquième, il y a juste une carte dedans qui va être disponible à tous les tours. Puis sur chaque carte, il va y avoir différentes actions. Puis dans chaque paquet, il va y avoir des actions qui vont se ressembler, mais qui sont pas tout à fait pareilles. Puis comme chaque paquet a un peu sa spécialité, mais plus ou moins, tu sais. Variation sous un même thème. Tu sais. Ouais, c'est ça.
Puis dans le fond, on va aussi avoir une main de cartes avec on va avoir des chiffres de 1 à 13. Puis là, au début du tour, on flippe les 5 actions disponibles, on en prend connaissance. Puis là, si je suis le premier joueur, je vais jouer une de mes 13 cartes. Fait que maintenant, je décide que je joue mon 12. Puis après ça, Vincent va jouer une de ses cartes, mais il n'a pas le droit de jouer le 12. Il peut jouer n'importe quel autre qui n'a pas joué encore. Puis là, ça va tourner comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait joué une carte. Puis là, la personne qui a joué la carte la plus haute va avoir le premier choix pour prendre une action. En plus de ça aussi, les cartes qu'on va jouer, la première, dans le fond, avec une valeur, il est associé aussi à un nombre de meeples. Puis plus la carte est basse, plus il y a de meeples dessus. Plus la carte est haute, moins il y en a. Puis à un moment donné, il y en a même plus. Ça nous permet de rapatrier des meeples dans notre dans ce qu'on appelle la cour. C'est un peu notre zone de meeples utilisable. C'est ça. Donc on les prend de la réserve, qui est la province, je pense. Parce que thématiquement, on est comme des nobles espagnols qui essaient d'impressionner le roi. Là. Le thème s'arrête à peu près là. Mais, comme tu dis, plus notre carte est basse, donc théoriquement pire que va être notre choix d'action, mais elle va nous donner plus de meeples qui vont aller dans notre réserve disponible. Puis un coup qu'ils sont là, comment que je vais pouvoir les placer sur le plateau, c'est que en choisissant mon action, sur chaque action, il va y avoir un nombre de meeples dessus, qui sont en fait les meeples qui vont pouvoir être placés. Fait que si je prends l'action à 5 meeples, ben je vais pouvoir prendre 5 de mes meeples dans ma réserve disponible, puis les placer sur le plateau, mais je peux pas les placer n'importe où. Je dois les placer dans une région qui est adjacente à la région où se trouve le roi, qui est comme un immense pion qui va se promener pendant la partie, puis qui va toujours occuper une région en particulier. Puis justement, l'action de déplacer le roi, c'est l'action qui va aussi permettre de placer le plus de meeples sur le plateau. Puis celle-là va être disponible à chaque tour. Puis t'as aussi différentes autres actions qui vont soit permettre de scorer des régions en particulier, là, soit que j'en choisis une puis je la score immédiatement, ou on score toutes les régions qui donnent 4 points au premier, ou on score le château, le castillo. Oui, parce que en plus de pouvoir mettre des meeples sur la carte, on peut décider d'aller les mettre dans le castillo. Le castillo, c'est vraiment c'est un pool de pions cachés qui va être soit décompté par justement une carte événement ou qui va être aussi décompté à chaque 3 rounds. Puis l'avantage du castillo, c'est que il va donner des points comme les autres régions, dans le sens où celui qui a la majorité va faire plus de points. Mais c'est que ces meeples-là vont aussi être replacés sur la carte par la suite. Fait que c'est un peu notre espèce de carte cachée dans notre manche qui peut nous permettre des fois d'aller chercher par derrière une région que quelqu'un pouvait penser être sûre. Ouais, puis ça permet de faire scorer ces meeples-là 2 fois quasiment. Ouais. Parce qu'ils peuvent te donner la majorité dans le château, mais aussi sur la région sur laquelle ils arrivent. Mais la twist, c'est qu'on choisit tout en même temps une région, puis on va tout le révéler en même temps aussi, fait qu'on sait pas où est-ce que les autres vont envoyer leurs pions qui sont dans le castillo, puis même si on suit pas trop la partie, on sait même pas combien de pions qu'ils ont dans le castillo, tu sais. Exact, parce qu'il faut rester à l'affût parce que ce pool-là reste caché jusqu'à ce qu'il soit révélé. Mais faut avoir de la mémoire, parce que dans le fond, quand tu places des meeples dedans, faut que tu l'annonces à la table. Mais c'est ça, des fois, quand ça arrive le temps de le scorer, tu te dis, ah, Vince, il en a-tu mis 2, 3 ou 4? Il me semble qu'il en a mis 2, 3 fois, mais c'était-tu 1 à chaque fois? Y une fois qu'il en a mis 2, 3? T'as une petite incertitude qui peut s'installer, à moins que t'aies une super bonne mémoire. Ouais, fait que c'est ça. Dans l'ordre qui est déterminé par la carte qu'on a jouée, on va chacun choisir une action, l'effectuer, puis là, on a le choix soit de faire l'action en premier ou de placer nos meeples en premier, selon qu'est-ce qui nous avantage le plus. Puis même, on peut juste placer nos meeples puis pas faire l'action. Des fois, on peut aller chercher une action juste parce que on veut pas que les autres la fassent. Oui, parce que les actions vont des fois influencer beaucoup les autres joueurs. Il y a des actions qui nous permettent de déplacer les meeples des autres joueurs. Il y en a qui nous permettent de vider la réserve de meeples disponibles de nos opposants.
Fait que c'est un jeu où ce que t'es tout le temps déchiré entre deux choses. Tu sais, tu voudrais avoir le beurre puis l'argent du beurre, mais tu peux pas. Tu sais, tu voudrais comme jouer tes plus hautes cartes pour avoir le premier choix d'action, mais en même temps, si tu fais tout le temps ça, t'auras pas de meeple à placer. Souvent, les actions qui sont vraiment fortes puis qui vont comme mettre le plus de bâtons dans les roues aux autres joueurs, ben c'est pas celles qui vont te permettre de placer le plus de meeples. Fait que tu veux pas nécessairement prendre celle-là. Fait que mais en même temps, l'autre qui peut te placer plus de meeples, ben ouais, elle va te permettre de déplacer le roi, mais c'est pas... Des fois, il est déjà à la place où ce que tu veux qu'il soit le roi, fait que ça te donne rien de le déplacer, mais en même temps, tu veux me placer plein de meeples à la carte, fait que c'est ça. T'es tout le temps tiraillé, tu veux tout faire, tu veux rien faire. Faut que tu Ouais, fasses des choix. à toutes les fois que les cartes se retournent, j'ai tout le temps l'impression qu'on était là comme oh my god, tu sais, on était comme ça va être quoi la marde qui va pogner parce que là tout va bouger puis on perd le contrôle, fait que c'est Puis dépendamment le round dans lequel on est aussi, ça va changer. Tu sais, les rounds de scoring, des fois c'est bon de jouer en dernier parce que là tu peux réagir à ce que les autres ont fait, mais des fois t'as quand même une action qui est vraiment plus forte que les autres, fait que tu veux la faire. Encore là, c'est des choix déchirants à chaque fois, puis moi c'est ce qui me fait triper de ce jeu-là, ça, puis que même si le setup est toujours pareil, le fait qu'on pige les différentes actions dans différents ordres, puis différentes combinaisons d'une partie à l'autre, puis surtout la façon que les joueurs vont utiliser ces actions-là, on n'a pas deux parties pareilles à chaque fois, là, parce que c'est tellement basé sur, tu sais, entre deux tours, il y a tellement de choses qui vont changer dépendamment de qu'est-ce que les autres ont joué que, puis c'est ça, c'est hyper interactif. Tu peux pas commencer une game d'El Grande pis te dire, ah ben, ce game-là, moi je fais la stratégie que je vais contrôler ses VI, tu sais. ouais non, tu peux pas planifier à long terme, il faut vraiment que tu sois capable de dealer avec les cartes qui sont disponibles puis faire le meilleur move en fonction des événements. Puis tu sais, ben, vu que t'as besoin d'avoir la majorité, il faut que tu regardes comment que les autres jouent puis qu'est-ce qu'ils veulent puis l'ordre dans lequel tu vas jouer, c'est super important. Là. Quitte à pas être premier, t'es quasiment mieux d'être dernier parce que tu vas au moins te rajouter des meeples disponibles pour un prochain tour. Fait que, C'est vrai à 3, mais quand tu joues à 4 ou 5, il te reste plus beaucoup de choix d'action, tu sais. non. Mais tu sais, faut que tu regardes là, qu'est-ce qui se passe puis tout ça là. Tu sais, t'as des actions qui sont moi l'action là qui fait que tu vides la réserve de tout le monde, je la trouve tellement cassée là, je sais pas si t'as remarqué, mais à toutes les games qu'on a joué, à chaque fois que cette carte-là arrivait là, c'est là que je joue mon 13. Genre, c'est là que je le fais parce que c'est la carte que je ne veux pas subir, mais que... Mais ça dépend quand est-ce qu'elle tombe aussi, tu sais, si elle tombe en, pas tout à fait de début de partie, mais après une couple de tours de jouer, tu sais, des fois, le monde ont quasiment déjà tout placé leur meeple, fait qu'ils en ont pas dans leur réserve. Puis en plus, si tu veux pas la subir, mais mettons que t'as pas beaucoup de meeples dans ta réserve puis que tu joues en dernier, ben l'action va s'effectuer avant que tu reçoives les meeples pour ta carte. Parce que les meeples pour la carte que t'as jouée, tu les reçois juste au début de ton tour, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Ça reste que moi, je la trouve vraiment forte, là, celle-là, puis je la fuis. En fait, je la fuis pas, je veux l'avoir pour moi. Ouais, parce que tu veux juste faire chier les autres, finalement. Bon, je dirais pas ça comme ça, là, mais ça me donne un certain avantage. Fait que c'est ça, moi, la plupart des parties que j'ai jouées, c'était comme vraiment serré jusqu'à la fin. C'est sûr que des fois, quand tu joues à 5, il y a peut-être un ou deux joueurs qui peuvent pas avoir beaucoup de chances de gagner quand on arrive vers les deux, trois derniers tours, là, mais c'est la partie qu'on a joué à 3, ça a été serré du début à la fin. On a joué une partie sur BGA à 4 aussi. Elle a été un peu moins serrée, celle-là, par contre. Mais ben c'était serré entre les deux premiers, mettons. Ouais. Mais tu sais, le jeu est pas trop long, là. Ça va être 1 heure et quart, peut-être 1 heure et demie si il y a des joueurs. Qui paralyse un peu, là, mais Ouais. c'est ça se joue quand même assez vite, là. Tu sais, ton Puis, action, tu sais, tu fais ça, tu mets tes meeples. puis tu sais, t'as quand même des façons de te revirer de bord quand ça marche pas, puis tu seras pas out de la game après 2 tours. T'sais.
Non, parce que tu refais tout le temps ta réserve, tu regagnes tout le temps des meeples, tu sais. Il y a peut-être juste, c'est ça, les 2-3 derniers rounds, mettons que tu peux essayer de te battre pour pas être dernier plutôt que pour gagner. Ça, c'est potentiellement moins le fun un peu, mais au moins, la game achève rendu là, tu sais. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est un truc qu'il faut... Je pense que faut que soit tu le subis ou faut qu'au début de la game, t'essayes tout de suite de te mettre un petit peu de meeple un peu partout. Pour essayer de faire un petit peu de score dès le début. C'est en étant peut-être même un peu spread, là, parce que si tu focuses trop sur une région au début, tu vas rapidement perdre le fil quand les autres vont être comme 2 puis 3e ailleurs, alors que toi, tu seras pas impliqué. Ça dépend du nombre de joueurs aussi, parce que quand tu joues juste à 3, la troisième place de chaque région ne compte pas, tu sais. Ouais, Puis quand il y a égalité, les deux personnes égales font autant que la place d'avant. Fait que tu sais, si tout le monde essaie de se spreader un peu partout, tu sais, si tout le monde fait ça, ça sera pas payant, là. Parce que ouais, tout le monde va être égal, puis il fera pas de points ou très peu, tu sais. ouais. Mais faut pas que tu te fasses distancer, tu sais. Fait que c'est, Non, fait que c'est mais mieux quasiment que tu traînes que tu ramènes les gens à perdre des points. ouais, Mais c'est mais en sûr même que temps, là, t'as comme le premier qui va faire c'est ça. full de points. C'est ça, c'était 3 joueurs qui font ça. L'autre, il peut être premier à juste 2-3 places, mais il va faire beaucoup plus de points que les autres, tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que, tu sais, oui, tu peux essayer d'avoir une stratégie, mais faut que tu t'adaptes à ce que les autres font constamment. Ouais. Puis le Fait que plateau va c'est bouger, tu sais, parce que le roi bouge, le focus de la partie se déplace. C'est c'est dynamique. Très dynamique. bon, vraiment, puis tu sais, t'as beaucoup de cartes qui te permettent de te déplacer, même de vider une région, ou de déplacer les pions des autres, ou les tiens. Fait que tu sais, tu peux avoir un gros tapon à une place, puis comme 3 tours plus tard, ils sont tous soit fait enlever ou déplacés dans d'autres régions, tu sais. C'est ça, moi j'ai la Big Box là, qui contient 6 extensions. Honnêtement, j'ai pas encore joué avec aucune. Je trouve que le jeu de base est vraiment solide comme ça. Peut-être qu'à y rejouer souvent, j'aurais peut-être rajouté un peu de piquant puis rajouter un de ces... C'est comme des expansions modulaires au final. Là. Tu pourrais jouer avec une ou toutes ou deux ou n'importe quelle combinaison. Fait que peut-être que c'est le fun. Si jamais vous avez de l'expérience avec celle-là puis que vous en avez une préférée, dites-nous-le dans les commentaires. Je serais curieux de vous entendre puis de potentiellement en essayer une un moment donné. Fait que je pense que ça fait le tour pour moi pour petit tour d'horizon de El Grande. Good. Fait que là, on va pouvoir commencer à s'ostiner un petit peu. Donc, côté esthétique. Les deux Genre, jeux sont laids. ouais, j'allais dire, y a pas gros débat là-dessus. Là. C'est Non, pas, c'est ça. ils se démarquent pas par leur beauté, mais vraiment par leur mécanique. Mais c'est ça. Ne vous laissez pas tromper par cette esthétique vieillotte, là. Dans le, là, 20-30 ans, ça passait, des jeux comme ça. Ouais. Tu sais, là, t'avais un plateau sur lequel mettre tes tuiles, tu sais, c'était quand même cool. Bon, c'est sûr que c'était pas le plateau 3D des jeux de Ravensburger comme Labyrinthe pis tout ça, où est-ce que là, t'avais des déplacements de tuiles pis tout ça, mais quand même, on avait des tuiles par-dessus des tuiles, là, tu sais, c'était... Puis ton El Grande, ah, mais toi, le Big Box, c'est des 2015, je sais pas s'il y avait le Castillo en 3D au début. Je pense qu'il est en 3D dès le début, ouais. En tout cas, pas bien grave. Fait que c'est ça. Deux jeux qui vont pas se distinguer par là. Fait que je pense pas qu'il y en a un qui va gagner la palme avec ça, là. Ouais. Là où ça peut être intéressant, c'est moi ce que j'aime de Porto Rico, c'est que tu sais c'est comme un début de c'est une construction de tableau. Puis là justement tu vas pouvoir maximiser tes trucs, tu sais, tu vas t'améliorer, tu sais à mesure que la partie avance, tu deviens plus fort, tu sais tu fais des actions qui te rapportent plus, t'as comme une progression à mesure que la partie va avancer. Ce qu'on va pas avoir dans El Grande. El Grande, tu vas avoir comme une modification du plateau commun qui va changer. Oui, tu vas peut-être avoir un peu plus de cubes, mais tu sais, quand tu vas faire Mais telle action, ça va rester
Ça y va reste qu'on va par... placer des cubes. Ouais, mais ça y va par vague. Tu sais, il y a des tours qu'il y a beaucoup d'actions qui vont avoir un gros impact sur le plateau, d'autres tours où ça va être plus tranquille. On a tendance à rajouter plus de cubes, mais il y a certaines actions qui en enlèvent. Fait que tu sais, t'as comme un espèce de va-et-vient. Mais tu sais, le crescendo est différent. C'est sûr que les actions que tu fais sont... Mais n'importe où aussi, les actions que tu fais sont similaires. C'est juste que ils vont être un peu plus bonifiés au fur et à mesure que la partie avance, tu sais. Tandis que dans Ouais, un Grand D, la modification, elle va venir de qu'est-ce que les autres joueurs ont fait. ouais, c'est ça. Tu sais, dans Porto Rico, t'as le contrôle, t'as plus de contrôle, tu sais, sur ce qui t'arrive. Tu subis moins ce que les autres font. Tu sais, Ben, tu le subis un peu mais tu sais, dans le ben, sens où tu vas quand subi même parce avoir que tes, ton, tes ton, ac- ton, vas-y. ça dépend du nombre de joueurs, en fait. C'est sûr que si tu joues à 2 ou 3, tu vas choisir comme la moitié ou le tiers de tes actions, dans le fond. Mais si tu joues à 5, c'est le cinquième, là. Ouais, Fait que tu vas subir pas mal plus que tu vas choisir à 5 joueurs. ouais. Mais ça va être encore pire dans El Grande. Parce que tu vas prendre la dernière carte qui reste. Ouais. Tu vas avoir littéralement le restant. Fait que tu sais, c'est ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a un petit pic un peu d'intensité quand tu vas arriver au tour du décompte, là. C'est sûr que là, tout le monde se regarde, là, pis il y a un peu une petite goutte de sueur sur le côté de la tempe, à savoir c'est qui va prendre qui va faire le gros move. On a un peu moins ça dans Porto Rico. Mais je suis d'accord avec toi que t'as plus, t'as plus l'impression de construire quelque chose dans Puerto Rico. Mais d'un autre côté, il manque un peu de variété dans Puerto Rico. Tu sais, les bâtiments disponibles, c'est toujours les mêmes. Il y a toujours le même nombre, peu importe le nombre de joueurs. Tu sais, on a joué plusieurs parties à 3, puis avec les 3 mêmes joueurs. Puis tu sais, j'ai pas l'impression que la méta, tu sais, s'est développée beaucoup, puis que les trucs ont changé d'une partie à l'autre, là. Ouais. C'est sûr que t'as pas, tu sais, ce qui manquerait, c'est quelque chose que t'aies plusieurs chemins forts vers la victoire, tu sais. Parce que là, tu sais, la seule façon de faire des points, c'est de bâtir des bâtiments, puis produire des ressources, puis les shipper avec le capitaine, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu peux pas comme arriver tout d'un coup pis dire, ah ben là, j'ai fait tel combo d'action, puis là, paf, ça me fait full de points. C'est sûr que t'as pas ça, tu sais. Là, c'est sûr on regarde il y a 20 ans, là, tu sais, je pense que c'était quand même un jeu assez révolutionnaire pour son temps. Mhm. Mais c'est Puis, vrai qu'avec les standards d'aujourd'hui, c'est différent. à sa défense, il y a des extensions qui sont sorties, qui vont rajouter des nouveaux bâtiments. D'ailleurs, l'extension s'appelle Puerto Rico New Building. Ouais, Quel nom original. c'est merveilleux. Tandis que El Grande, oui, le setup est statique aussi, mais le fait que le board évolue tellement en fonction des actions que les joueurs prennent, puis de l'ordre dans lequel les cartes sortent, puis des combinaisons de cartes qui vont sortir d'un tour à l'autre. Tu sais, lui aussi, je l'ai joué plusieurs fois en succession pour se préparer pour cet épisode-là, puis tu sais, j'ai trouvé que d'une game à l'autre, c'était beaucoup plus différent que Puerto Rico, qui a tu sais, j'ai entendu parler là, que le jeu a comme des espèces d'ouverture scriptées, là, que genre quand tu joues à tant de joueurs, faut que le premier joueur fasse ça, puis là, après ça, le deuxième joueur il va faire ça, puis le troisième il fait ça, puis tout ça, puis tu sais, c'est comme il y a quasiment une solution optimale, là. Mais tu sais, c'est OK. sûr qu'il faut que tu joues en tabarnouche pour te rendre là, là. Ou peut-être checker les bons forums. Mais j'avoue que ouais, c'est vrai que à ce niveau-là, c'est sûr que El Grande, il va être plus frais d'une fois à l'autre, tu sais, justement parce que tu vas pas avoir ton Grande sera pas en même place, les combinaisons de cartes au début de partie seront pas les mêmes d'une fois à l'autre. C'est sûr que tu joues deux games de suite à Porto Rico, ils vont se ressembler pas mal plus que deux games de El Grande. À moins que tu changes le nombre de joueurs ou tu changes les joueurs, parce que je pense que de mémoire, là, à 3 puis à 5, ça va être vraiment différent parce que comme on disait tantôt, le nombre de buildings disponibles change pas avec le nombre de joueurs, là. Fait que, tu sais, à 5, ça se peut que tu veuilles te faire une hacienda, mais que t'aies jamais la chance, là.
Ouais. Tu rajoutes aussi un plus grand nombre de joueurs, le prospecteur qui est comme le rôle de la pitié. Celui que quand tu le prends, tu gagnes 1$ puis c'est tout. Mais en même temps, les autres font rien. Ouais. Fait que, tu sais, oui, tu gagnes pas grand chose, mais comme je disais tantôt, c'est quasiment plus, la stratégie gagnante, c'est pas tant de m'avantager moi, mais c'est de Pas choisir trop qu'est-ce qui avantagé. avantage le moins les autres, t'sais. Fait que celui-là, c'est purement genre ça m'avantage juste moi pis ça donne absolument rien aux autres. Ouais. Niveau interaction, là, ben là, j'ai pas trop le choix de te le concéder, là. C'est vraiment beaucoup plus interactif une partie d'El Grande qu'une partie de Puerto Rico. Parce que oui, dans Puerto Rico, tu peux bloquer au marchand, tu peux bloquer au capitaine. Il y a des façons de contourner ça. Mais tu sais, sinon, c'est un peu, les autres vont dicter les actions qui vont se passer, mais tu sais, Ouais, tu il y a joues beaucoup. pas du coude tant que ça avec les autres, tu sais. Ben, moi je trouve qu'il y en a quand même plus que ben des euros modernes dans Puerto Rico, mais c'est ça. El Grande, c'est purement juste ça, là. Ouais. T'es en train de te taper dessus puis de déplacer les meeples des Mais, autres, en mais mettre c'est ça, tu plus. tapes pas tant que ça dessus. C'est pas de la confrontation directe, là. Oui, il y a une coupe de cartes qui te permettent d'enlever ou de déplacer des meeples, là, mais comme il y a pas de gros take that là comme dans un jeu de troupes sur la carte là où ce que tu brasses des dés puis carrément t'enlèves les troupes de l'autre. Ouais. Non, c'est vrai que pour la majorité du temps, tu sais, les meeples qu'on va avoir mis sur le plateau, ils vont rester là. C'est comme super passif agressif là, Ouais. mais c'est pas de la baston. T'sais. Ouais, non. Ben, moi dans ma tête, c'est de la baston, là, parce que j'aime ça voir, mais ça, c'est pour moi. Mais tu sais, c'est ça. C'est parce que ça a l'air du contrôle de territoire, mais ça l'est comme, c'est, ben, oui, mais non. Ouais, c'est de la Tu sais, majorité. c'est ça, tu cohabites, mais c'est ça, celui qui cohabite le plus fait plus de points. Qui cohabitent le plus. Ouais. Ouais, moi je pense ça fait le tour des points qui lui ressemblaient, tu sais. Étrangement, j'allais dire, tu sais, pour un vieux jeu, ça se tient. Ouais, c'est ça. Comme je pourrais croire qu'il est sorti là 2-3 ans. Là. Mm. Il feel pas si vieux. Puis Turco non plus, là. C'est pas... je pense que peut-être sur le... Peut-être s'il était sorti plus récemment, il y aurait comme plus de building, puis un setup variable, puis on en choisit un certain nombre, puis on les place, ou tu sais... Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait pu, tu sais, c'est un type de mécanique qu'on retrouve encore, là, tu sais, la sélection d'action, puis c'est ça, j'ai parlé, bon, on a déjà parlé de Earth qui est sorti cette année, qui utilise encore cette ce mécanique-là, système-là. là. RS Expédition qu'on a parlé la semaine... Ben, pas la semaine passée, mais au dernier épisode, le fait bien aussi. Race for the Galaxy, il y avait un truc similaire. Non, c'est ça. C'est tout plein de tout plein de jeux qui ont repris ça. Puis même chose pour El Grande, là, des jeux de majorité, il y en a quand même beaucoup aussi qui sont sortis depuis, mais comme j'en connais pas beaucoup qui sont meilleurs que lui. C'est des jeux Mm. de majorité pure, là. Ouais. Puis tu sais, il y a pas des tonnes de mécaniques, tu sais, t'es qu'est-ce que les règles, là, ça prend pas de temps, puis Non, c'est ça, c'est tu gères ta main de carte, puis tu choisis tes actions, là. That's it. mm. Puis tu développes ta mémoire pour savoir combien de pions ont été mis dans le castillo. C'est à peu près ça. Il y a une game à un moment donné, j'avais moi-même oublié combien j'en avais mis, puis quand on l'avait révélé, j'ai fait ouais, j'en ai mis beaucoup trop. Good. Fait que ça fait le tour pour nos jeux rétro. Ça va être à vous de parler maintenant. C'est quoi votre jeu de plus de 20 ans favori? Allez-vous être hashtag Team Sam avec El Grande? Ou hashtag Team Vince avec Puerto Rico. Vous pouvez voter en commentant le post de l'émission sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez venir sur notre Discord. Vous pouvez nous envoyer un courriel, boardgameduel@gmail.com. Sinon, on vous remercie pour votre écoute. On aimerait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème.
Puis on veut remercier aussi tous ceux qui ont déjà rempli notre Pub Meeple. Donc, prochain épisode, petit rappel, on va faire top 36 de notamment avoir El Grande et Puerto Rico, mais aussi tous les autres jeux qu'on a présentés en duel depuis un an. Puis on va faire un Pub Meeple live de ces jeux-là pour les reclasser, savoir lequel qui est le meilleur. Puis quand Vince et moi seront pas d'accord, notre bris d'égalité, ça va être comme la dernière fois le choix de nos auditeurs. Donc au moment où que cet épisode-là va sortir, il vous reste quelques jours pour aller le faire si vous l'avez pas déjà fait. Là, regardez sur tous nos médias sociaux, on a posté le lien pour aller faire ça. Pour ceux qui connaissent pas Meeple, là, c'est un site web qui permet de comparer des jeux un à un, puis après ça, à la fin, il donne une liste du meilleur au pire. Oui, puis aussi, j'aimerais faire un petit point. On va faire nos débuts sur YouTube prochainement. Ah, ça va peut-être même déjà être fait. Ouais. Au moment où cet épisode-là sort. C'est ça. Fait que, soit on a déjà fait nos débuts, soit on va le faire, mais c'est imminent. On va vous présenter ou on vous a déjà présenté nos profils de joueurs. Ouais, c'est comme un genre de Ice Bucket Challenge de créateurs de contenu ludique. Oui. Alors, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. Là. OK. La. Board Game Duel, maintenant. Commandité par Promutuelle Alliance. Ouais. C'est pour vous assurer d'avoir des bons jeux. Wow. Ça commence fort. Ouais. Donc, pour commencer, on va faire... Pour commencer, on va dire c'est quoi le thème de l'émission de cette semaine. Exact, avant de s'enligner vers le duel de l'an prochain. De l'an passé. Oui. De l'an prochain, dans 2 semaines. Et on a déjà full de bloopers, c'est le fun. Ça vient juste de commencer. On n'est plus obligé de se tromper. One shot. Je fais plus de montage à partir de maintenant. No cut. Donc, pour commencer, je vais... Ça va bien. Donc, ça va ressembler un peu à des jeux comme Race for the Galaxy. Un peu comme Puerto Rico, en fait. Un peu comme Puerto Rico aussi. Exact. Qui a été un beau lien avec notre émission, mais bon. Ouais. C'est vrai, hein? OK. T'es en forme, puis moi, je suis pas là. Comme d'habitude, quoi. Oh my God. Désagréable. OK, bon, j'ai rien dit. OK, on va tout couper ça. On coupera pas mal la moitié de ce que j'ai dit aujourd'hui. Comme d'habitude.